Donc, bienvenue. Donc, ce soir, c'est une table ronde de réanimation. Je ne sais pas si vous avez pu suivre ce midi les échanges. Il y avait une session avec des réanimateurs, professeur Mira et professeur Jognès Boyo. Je ne sais pas si vous avez pu suivre, mais c'est très intéressant ce soir, du coup, de vous avoir pour poursuivre un petit peu ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup, il y avait professeur Jean-Louis Teboul aussi qui était là. Et ils ont beaucoup parlé des infirmiers et des aides-soignants de réanimation, de votre travail, de vos revendications, de l'attractivité de votre métier. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites durant cette heure. Là, c'est parfait pour ce soir qu'on puisse échanger avec vous pour avoir un petit peu votre avis, voir si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ce midi. Voilà, donc je ne sais pas, déjà peut-être qu'on peut commencer par les présentations, vous puissiez vous présenter. Et puis après, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les autres sessions du vrai Ségur de la santé. L'idée, c'est un petit peu de faire un état des lieux de vos difficultés, de vos revendications et de, bien sûr, terminer par ce que vous proposez comme solution, vu que vous êtes sur le terrain. Vous connaissez bien la réanimation, là, en l'occurrence, puisque c'est cette thématique qui nous intéresse ce soir. Vous puissiez nous dire quelles solutions vous imaginez par rapport aux problématiques rencontrées. Et puis, à la fin, on gardera 5 à 10 minutes pour les questions éventuelles, pour échanger entre nous. Si ça vous va. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Il y a donc Océane Parayou, Sabine Valera et Florent Bilguer. C'est Bilguer, c'est ça? J'ai bien prononcé le nom? C'est ça? C'est pareil, j'ai l'habitude, t'inquiète pas. Comment? Bilguer? Bilger, ouais, c'est pareil. Bilger, d'accord, désolée, Bilger. Voilà, donc je ne sais pas qui veut commencer à se présenter déjà. Je vais commencer, du coup. Allez. Donc, moi, je suis Océane Parayou, je suis aide-soignante en réanimation chirurgicale et traumatologie sur le CHU de Bordeaux. Et je suis aussi présidente de la Fédération nationale des aides-soignants et auxiliaires de puériculture de réanimation. Ouais. Ok, enchantée. Enchantée. Donc ensuite, je ne sais pas si Sabine nous a rejoint ou pas. Si, je vois. Alors Sabine, peut-être? Bonsoir, je suis Sabine Valera, je suis infirmière en réanimation médicale à l'hôpital Nord à Marseille et je suis aussi la présidente de la Fédération nationale des infirmiers de réanimation. Ok, bienvenue. Et Florent Bilger. Et du coup, bonjour, je suis Florent Bilger, je suis infirmier en réanimation médicale à l'Archer à Nice et je suis président de l'association des soignants des réanimations du sud de la France. Ok. Et juste, excusez-moi, du coup, on avait proposé à Bérangère Arrojo, qui est connectée, qui est la présidente de Uniréa, qui est le syndicat des infirmiers de réanimation. D'accord, vous lui aviez proposé d'être présente, c'est ça? C'est ça. Donc, si elle veut intervenir, il n'y a pas de souci. Alors, son micro est coupé, je ne sais pas si elle nous entend. Bérangère Arrojo, voilà. Je vous entends. Voilà, moi, je suis infirmière en réanimation médicale à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Voilà, on a fraîchement créé le syndicat il y a quelques mois pour tous les paramédicaux de réanimation. Ah oui, donc là, ça unit un petit peu justement tous les… Parce que là, de ce que j'ai compris, sinon, c'était des syndicats soit infirmiers, soit aides-soignants. Et là, vous, ça réunit un petit peu tout le monde, c'est ça? Non, nous, il n'y a que les paramédicaux. Du coup, ça veut dire les cadres sup, les infirmiers spécialisés qui travaillent en réanimation. Ah oui, ok, d'accord. Ok, très bien. Alors, du coup, par exemple, ce midi, je ne sais pas si vous aviez suivi un petit peu par rapport au débat qui avait été lancé. Il avait été évoqué, bien sûr, ce que vous défendez par rapport à votre salaire et à la prime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous vouliez échanger à propos de ça. Alors, je me permets de prendre la parole. On communique pas mal entre nous, hein, donc je pense qu'on a à peu près tous la même idée sur ça, à savoir que cette prime, d'un côté, elle a été bien sûr bien accueillie. D'un autre côté, ce qu'on souhaitait tous, c'était plutôt en fait quelque chose qui soit en rapport avec la formation et la spécificité de nos métiers.
Et donc, en fait, on pensait plus obtenir une prime, mais en corrélée à une formation particulière de quelques semaines, quelques mois. Et surtout, on pensait qu'elle serait pour tous les paramédicaux, c'est-à-dire aussi les aides-soignants. Oui, parce que là, de ce que j'ai cru comprendre, ça a été accordé qu'aux infirmiers de réanimation, c'est ça? Uniquement. Alors, les infirmiers et les cadres de santé, mais par exemple, les infirmiers spécialisés, par exemple pour les infirmiers puériculteurs qui exercent en réanimation pédiatrique, ou encore les quelques infirmiers anesthésistes qui exercent en réanimation, eux ne bénéficient pas de cette prime. Ah oui, d'accord, ok. Effectivement. Le problème, en fait, c'est qu'on en a parlé longuement avec Sabine parce que ça fait quelques temps maintenant qu'on travaille ensemble avec Sabine et Océane. Et les fédérations avec l'Union des réanimations aussi essayent de bosser collégialement. Et ce qu'on aurait voulu, ça aurait été une prime pour les paramédicaux, donc ASAP inclus, mais également pour les kinés. Les kinés qui sont très très mal reconnus à l'hôpital déjà en général et ils doivent avoir une spécialité de réanimation qui n'est pas du tout reconnue au sein de nos unités. Et voilà, ce qu'on aurait demandé, c'était une prime. On avait pensé peut-être échelonner afin de fidéliser le personnel de réanimation. D'échelonner cette prime, ça nous aurait permis de garder et de fidéliser les personnes. Là, ils ont sorti ça sans trop nous demander. Hein. On a vu ça un peu arriver comme un cheveu sur la soupe parce qu'ils ont vu qu'il y avait vraiment, je pense, une fuite d'infirmiers. Il y avait de moins en moins de cadres en réanimation. Je pense que Sabine, elle peut en parler mieux que moi vu que je crois que ces cadres changent assez régulièrement. Et du coup, c'est vrai qu'on a été un peu déçus de ne pas avoir encore été interrogés sur cette thématique parce qu'on avait des réponses et des réponses qui auraient pu être peut-être économiquement plus abordables pour l'État, mais on ne nous a rien demandé. Et bien justement, je me permets de vous interrompre du coup. Pour ne pas parler que de cette prime, j'ai envie de vous demander à tous les quatre et d'autres si vous voulez participer, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos services? Alors, pas forcément depuis la pandémie, voilà, parce que c'est un petit peu exceptionnel, mais aussi, mais déjà avant. Et quelles solutions, comme tu disais, Florence, je me permets de te tutoyer, que vous aviez des solutions peut-être à proposer d'amélioration. Alors souvent, je sais qu'on commence ces auditions, je ne sais pas si vous regardez d'habitude, par si demain vous étiez ministre de la Santé et que vous aviez budget nos limites, alors ok, la prime pour tous, ça aurait été très bien, ça aurait été mieux que de diviser les paramédicaux entre eux déjà. Mais quelles solutions concrètes auriez-vous envie de proposer pour améliorer la prise en charge des patients et votre qualité de vie au travail? Si on peut faire un petit tour de table sur ces questions, vos difficultés et face quelles solutions vous voyez sur le terrain? En fait, c'est vrai que les principales difficultés qu'on rencontre actuellement, c'est clairement une baisse du niveau de la qualité des soins, je pense, qui est assez globale, que l'on suppose être de plusieurs origines, à savoir que depuis 2009, vous le savez peut-être, il n'y a plus du tout d'enseignement lors des études de la formation initiale de ce qui concerne le soin critique. Donc, c'est vrai que les infirmiers qui sortent, infirmiers de soins généraux, n'ont vraiment même pas la notion de ce qu'est un scope ou de choses comme ça, ce qui est, voilà, c'est pas leur faute, mais c'est une réalité. Donc, ils arrivent avec quand même un bagage très, très léger et qui n'est pas forcément adossé à une formation d'adaptation à l'emploi efficiente partout, qui soit homogène. Donc, c'est vrai que dans nos propositions, je pense qu'on est tous les trois, en tout cas, d'accord, tous les quatre, même avec Bérangère, sur ça, c'était qu'il fallait proposer une formation qui soit adaptée, qui soit la même pour tout le monde, que vous exerciez dans une réanimation de CH en campagne ou dans un CHU, que tout le monde ait la même chance d'améliorer ses compétences, en fait, hein, de faire une réelle montée en compétences. Donc, en fait, tu ne parles pas de la formation de base des infirmières, d'après des infirmières de réanimation quand elles arrivent ou des aides-soignantes quand elles arrivent en service de réanimation, c'est ça? Oui, en fait, de la formation de base à l'IFSI, déjà, il faudrait qu'il y ait un niveau du module Réa. Et puis après, quand ils arrivent, en effet, qu'ils soient pris en charge de manière homogène en France. Et nous, on pense que ça jouerait déjà sur la sécurité. Et puis sur cette formation continue dont on ne bénéficie pas tous. Et finalement, ce qu'on se dit, c'est quoi? C'est on veut de la sécurité du patient, on veut donner envie aux agents de venir travailler en Réa et on veut qu'ils restent.
qui restent pour avoir de l'expertise. L'expertise, ça se gagne qu'avec les années. Hein. On dit qu'il faut plus d'1 an pour avoir un infirmier autonome en réa, et je pense qu'ici, on peut tous témoigner de ça. D'autant plus qu'on a affaire à énormément de jeunesse là qui est venue, et Dieu merci, nous renforcer sur la crise. Mais c'est vrai que voilà, maintenant, on a ces agents qui sont tout jeunes. Et donc, on pense que oui, ça passerait. Et en fait, c'était ça l'idée d'avoir une prime. Ce n'était pas une prime, c'était vraiment d'avoir une reconnaissance de la spécificité pour dire que oui, on fait des métiers mais qui sont spécifiques en fait. Mais comme d'autres secteurs, hein, il n'y a pas que la réanimation. Ce qu'on veut dire, c'est que les infirmiers qui sortent de l'école, c'est des infirmiers en soins généraux. Pour les AS, c'est pareil. Et en fait, après, le niveau technique des services fait que non, il faut accompagner derrière, quoi. Oui, bien sûr. Alors, si j'essaye de résumer un tout petit peu, c'est déjà, alors moi, à mon époque, il y a 20 ans à l'EFSI, c'est vrai qu'on avait un module obligatoire de réanimation urgence et un stage obligatoire dans ces terrains de stage. Et actuellement, c'est plus le cas, tu nous dis alors? C'est ça, c'est plus le cas. Il y a plus l'enseignement, c'était 90 heures à l'époque, et depuis la réforme de 2009, ça a complètement disparu. Donc ça, je pense que c'est vraiment un manque. Il y a encore un module soins d'urgence, mais qui sert généralement à valider la FGSU et puis à voir plutôt les pathologies de l'urgence. Et c'est très bien aussi, hein, mais je pense qu'il manque. Donc déjà, en première proposition, on pourrait dire ça, rétablir un module obligatoire de soins de réanimation et d'urgence et plus complet. Et ensuite, tu disais donc une formation à l'embauche, entre guillemets, pour… L'adaptation à l'emploi, ouais, ça s'appelle. Je ne sais pas si tes collègues pensent pareil. Alors, moi, je rejoins complètement, du coup, ce que dit Sabine pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture. De toute façon, comme on l'a dit depuis le début, on travaille vraiment en collaboration et on est tous d'accord sur les grands axes qu'on doit mener justement pour essayer d'améliorer les conditions de travail et surtout l'intégration aussi des nouveaux arrivants sur les réanimations. En passant effectivement aussi au niveau des IFAS, puisque nous, on a mis en place avec la fédération justement d'intervenir pour présenter la réanimation, le rôle de l'aide-soignant en réanimation. Et en fait, on se rend compte qu'on est énormément sollicité. Moi, pour ma part, sur la Gironde, je fais à peu près 1 à 2 interventions par mois. Je couvre à peu près tous les IFAS de mon secteur. Et c'est un réel manque. Et on le voit aussi effectivement au niveau des recrutements. On a de moins en moins d'aides-soignants et d'AP qui postulent en réa, déjà par la méconnaissance et la peur de ce genre de service. Et puis, voilà, il n'y a aucune notion. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de se dire en sortant d'école, tiens, je vais aller en réanimation, sauf si c'est vraiment quelque chose auquel on tient et que le service… Alors, Océane, ouais, par exemple, c'est sûr que si on a fait un stage pendant ses études et qu'on a appréhendé un petit peu le métier, c'est plus facile, je pense. Donc, du coup, pareil que les infirmières, hein, peut-être un stage obligatoire sur un terrain urgence réa, soins intensifs. Et ensuite, qu'est-ce que tu proposerais? Alors, du coup, ça serait plutôt une adaptation à l'emploi, peut-être un mois de plus, par exemple, pour, je ne sais pas, hein, j'imagine, un mois de plus après l'école d'aide-soignante pour valider une entrée en réanimation en soins intensifs ou une petite expertise, quoi, je veux dire. Il y aurait besoin de combien de temps, à ton avis, plutôt de sur place peut-être aussi, ou un encadrement plus poussé, je ne sais pas, qu'est-ce que vous imaginez? Sur le terrain, déjà, au moins que les nouveaux arrivants ils aient une vraie formation. C'est-à-dire qu'actuellement, si on a déjà 2 semaines à l'intégration, c'est déjà très bien parce qu'au niveau du manque d'effectifs et surtout de personnel, les nouveaux arrivants ils sont très vite mis tout seuls sur le terrain. Et justement, d'avoir déjà au moins 4 semaines réglementaires et recommandées pour les aides-soignants et AP en réa, je pense que voilà, déjà, ça serait déjà une bonne chose pour l'intégration, pour la prise en charge des patients et voilà. Est-ce qu'il y a une base, une loi qui norme cet encadrement au départ ou c'est un peu selon les services en France? Alors, pour les aides-soignants, il ne me semble pas qu'il y ait de recommandation sur le nombre de semaines d'encadrement, on va dire, en tant que nouveaux arrivants. Donc, ça serait de la mettre en place, conjointement aussi peut-être avec l'AFNIR, qu'on voit ensemble un petit peu ce qu'on peut faire et puis que ce soit obligatoire surtout, rendu obligatoire. Oui, bien sûr. Et pour les infirmières, c'est pareil, il n'y a pas de norme à l'arrivée en réanimation de nombre de semaines de doublure ou de formation ou de modules à valider?
Non, il n'y a pas de normes, mais les sociétés savantes avaient quand même fait des recommandations il y a plus de 10 ans maintenant, en disant que 8 semaines semblaient être nécessaires pour vraiment arriver à De former. doublure, alors. Une Ouais. semaine, Ça a été évoqué ce midi, je crois, effectivement. Ils ont parlé de 8 semaines de formation pour les infirmiers en réanimation, il me semble. C'est ce qu'on réclame là depuis qu'on a créé la fédération et toutes les associations locales au sens large. Déjà, de respecter l'existant et les recommandations qui sont faites depuis 10 ans, quoi. Ça serait déjà ça. Il y a Bérangère qui voudrait intervenir, je crois. Oui, elle a levé la main. Oui, et du coup, je voulais principalement dire ça. Effectivement, il y a des recommandations et en fait, je pense que la première chose, c'est de les généraliser, de les faire respecter, de les rendre obligatoires. Faut savoir qu'il y a bien sûr, comme dans tous les autres spécialités de l'hôpital, des différences de… moi, par exemple, je travaille dans un CHU. Les 8 semaines, par exemple, sont appliquées obligatoirement. Il faut savoir que dans les plus petits endroits, les plus petites cliniques, enfin, ils font comme ils peuvent, avec un niveau d'enseignement qui est en fonction du tuteur que vous avez. Du coup, ce que l'AFNIR avait fait aussi dans cette espèce de truc obligatoire, de package, de kit d'entrée, c'est qu'il y ait 8 semaines obligatoires pour tout le monde et qu'il y ait des savoirs minimums à valider pour pouvoir être lâché. Ce qui veut dire qu'en fait, en gros, il y aurait quand même des compétences minimales à valider avant de pouvoir être lâché, d'ailleurs en contrepartie d'une prime du coup qu'ils ont mis avant la formation. Mais voilà, pour essayer Après, la deuxième chose que moi je voulais dire, c'était que je ne sais pas comment c'est dans les autres réanimations, mais depuis l'augmentation des 100 €, ça n'a pas changé grand-chose sur le turnover parce que nous, on a énormément de départs encore prévus pour cette année. Du coup, en gros, on a envie de dire qu'on n'a pas l'impression que l'argent va retenir les foules ou alors il faut vraiment une augmentation significative pour que les gens aient envie de rester. C'est exactement ça. Je ne sais pas si tu étais là cet après-midi. Les professeurs qui intervenaient disaient qu'à Paris, par exemple, à Cochin, il y avait des hôpitaux, des réanimations entières qui tournaient qu'avec des intérimaires, aides-soignantes et infirmières, et que forcément, de moins en moins de paramédicaux et de médecins aussi voulaient travailler et les week-ends et les nuits. Et si on ne les augmentait pas de manière conséquente, quel que soit le service, ça allait poser problème. Et du coup, vous, est-ce que c'est vraiment ça, le salaire qui pêche, et que c'est pour ça que vous avez du mal à recruter et à garder cette attractivité dans vos services? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que les gens partent? Est-ce que c'est à cause de la pandémie et des situations très difficiles qu'on a vécues? Non. Ou est-ce que c'est dû à d'autres choses plus lointaines? Je pense que c'est, encore une fois, c'est un paquet, enfin, c'est plein de choses mises bout à bout, et que si on avait vraiment envie de savoir et de résoudre cette problématique-là, il faudrait quand même faire un sondage, une enquête générale pour essayer de trouver quelle est la problématique, pour trouver les bonnes réponses. Moi, je pense que le kit d'arrivée en réanimation avec les 8 semaines de FAE, etc., je pense que c'est au moins pour la sécurité des soins. Je ne pense pas que ça va fidéliser les gens, parce que je pense que c'est deux choses. Enfin, même si je pense que les jeunes qui arrivent en réanimation se sentent pas toujours très épaulés. Ça dépend en fait le nombre de personnes fixes qui sont là, expérimentées, etc. Mais s'ils se sentent rapidement en danger… Ça sécurisera peut-être un peu dans un premier temps. Ça sécuriserait au moins un petit peu et rassurerait. Mais après, tu dis que c'est pas ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'anciens, par exemple, qui partent, ou c'est des nouveaux qui ne restent pas? Là, il y a de tout, en fait. Nous, on a pas mal d'anciens. Nous, pour faire global dans notre service à nous, on a 30% de gens qui ont plus de 5 ans de réanimation, même un petit peu moins maintenant, et on a 30% de gens qui ont moins de 2 ans de réanimation. Donc ces 30%-là de moins de 2 ans tournent en permanence. Donc, on a tout le temps des nouveaux qui arrivent. Et l'idée, donc, c'est d'arriver à sécuriser les soins un minimum et en plus de se donner pour comment on fidélise les gens. Et je pense que pour fidéliser les gens, il faut être beaucoup plus ambitieux et il faut essayer de voir ce qu'ils ont envie. Donc, nous, on avait pensé aux gens qui ont envie de rester et qui ont envie d'avoir une vraie vie en réanimation, entre guillemets. Il faudrait qu'il y ait un diplôme supplémentaire, ce qui pourrait, comme un master, qui pourrait donner envie à ceux qui sont les plus motivés d'avoir plus de responsabilités, d'être des gens experts en réanimation, etc. De pouvoir continuer en réanimation. Et après, il y a vraiment l'alternance, je pense, jour-nuit qui pose vraiment problème. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà étudié dans les autres pays de France, enfin les autres pays, pardon, pratiquement toutes les réanimations. Il y a beaucoup de pays où les gens sont en alternance jour-nuit, n'ont pas autant de turnover, mais ils ont des salaires beaucoup plus conséquents et ils ont peut-être, par exemple en Belgique, un système assez ambitieux où plus ils vieillissent et moins ils travaillent.
Voilà. Donc, Oui, c'est intéressant. Parce qu'en fait, il faut quand même noter qu'en général, pour avoir travaillé longtemps aux urgences et un peu en réanimation, en général, c'est des équipes soudées et des gens qui font ça vraiment par envie et qui ne se voient pas dans un autre type de service ensuite. Donc, ils sont en général, à l'époque, en tout cas, des gens qui restaient très, très longtemps dans ces services. Et des services très demandés aussi, en général. Du coup, je me permets de passer la main à Sabine parce qu'elle a levé la main depuis longtemps. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je suis assez d'accord sur. En fait, bien sûr que non, la prime c'est pas ce qui va faire rester les gens. C'est vraiment ce qui va les faire rester, c'est l'amélioration des conditions d'exercice. Je pense que ça passe vraiment par de la formation. Bon, moi je parle pour la réanimation par exemple. On a beaucoup de jeunes infirmiers, on vient de le dire, et de jeunes AS aussi. Avoir autant de contacts avec les patients qui décèdent et leurs familles, c'est quelque chose qui est compliqué. Le positionnement, je veux dire, quand vous arrivez en réa, comme vous disiez, c'est un secteur qui était assez demandé, mais plutôt dans l'idée de on va sauver du monde. Et là, se dire, ah, je fais ma 3e toilette mortuaire de la semaine, c'était pas prévu, quoi. Donc, il y a ça. Et après, il y a les conditions de travail. L'alternance jour-nuit est un vrai problème, en fait. C'est-à-dire que bien souvent, en tout cas dans ma région, c'est quand on arrive et qu'on est jeune, ben, on se retrouve de nuit. Avec une majorité de travail de nuit. Donc, sur le coup, physiquement, peut-être que ça passe plus facilement parce qu'ils sont jeunes, mais ils sont aussi plus seuls. Il y a moins de ressources d'experts et c'est compliqué. Et puis, ça use vite aussi la nuit, quoi. Donc, l'alternance est un vrai problème. Et comme le dit Bérangère, on voit très bien que dans les pays où ils ont organisé ça différemment, c'est-à-dire que plus vous prenez de l'ancienneté, plus vous pouvez faire de la transversalité, vous consacrez à d'autres choses comme de l'encadrement dans le sens de la formation, former vos pairs, etc. Et c'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'on a envisagé l'idée du master pour faire que ces gens qui sont intéressés par l'AREA, comme vous le disiez, ils puissent avoir aussi un avenir là-dedans. Mais vraiment, vraiment les conditions de travail, parce qu'en fait, la réa, qu'est-ce qui est attractif aussi pour les jeunes, il faut le dire quand même, c'est le planning en 12 heures. Parce qu'en 12 heures, on vient travailler 3 ou 4 jours par semaine et on se dit, c'est quand même super. Mais finalement, c'est épuisant aussi. Et quand quand on l'a fait quelques années ou quelques mois, on se dit que c'est très épuisant quand même. On avait discuté. C'est un peu ce qu'il disait aujourd'hui, professeur Mira, cet après-midi, il disait que pour fidéliser, pour attirer en tout cas, parce que de moins en moins de monde veulent faire des nuits et des week-ends, il faudrait, parce que c'est sûr qu'à 1,07 € de l'heure brute la nuit en plus, ça n'attire pas trop. Si on augmentait ça considérablement, alors il parlait de 10-15 € de l'heure, carrément, il pense qu'il y a des gens qui accepteraient de faire ça et qui auraient envie de le faire aussi. Donc, est-ce que vous pensez qu'il n'y a que ça qui pourrait, c'est vraiment que l'histoire pécuniaire qui pourrait donner envie, ou j'espère que non, que c'est aussi les conditions de travail. Par exemple, dans une autre audition, on évoquait s'il n'y a pas de travail pendant 1 heure ou 2, un médecin aux urgences, il peut aller se reposer. Pourquoi on n'instaurerait pas ça aussi pour une aide-soignante et une infirmière, si c'est possible, et si on était en nombre suffisant? Voilà. Est-ce que ça, c'est possible? Après, en réanimation, ça semble plus compliqué parce qu'il n'y a pas de moment de pause en fait sur la prise en charge du patient. Mais par contre, vous voyez des choses dont on a déjà discuté avec les instances. C'est par exemple la population soignante est jeune. Ça va devenir probablement des parents. Et en fait, le moyen de garde quand on travaille en 12 heures, c'est très compliqué. Il n'y a pas assez de places de crèche, c'est pas adapté et ça rend votre vie infernale en fait. Et ça, c'est toutes des choses qui jouent sur la qualité de vie. Et ne pas avoir de psychologue systématiquement dans les services, ça fait qu'on débriefe moins. Et puis, il y a plein d'autres petites choses, je pense, qui peuvent améliorer. Et en effet, pour moi, en tout cas, l'idée de la prime, ce n'était pas la priorité si elle est juste une prime. Il y a Florent qui veut intervenir, je crois aussi. Il y avait Océane d'abord, la place Sophie d'abord. Excuse-moi, mais… Du coup, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce que a dit Sabine. Après, c'est vrai que sur un point de vue plus global, puisque c'est vrai qu'à la fédération au niveau national, j'ai pas mal de retours de beaucoup d'aides-soignants et d'officiers de puériculture. En général, comme il a été exposé tout à l'heure, ce n'est pas forcément les plus anciennes qui partent des services, en tout cas au niveau des aides-soignants et AP. C'est beaucoup des jeunes qui sont là depuis 2-3 ans et puis qui ensuite partent.
Ensuite, je rejoins complètement ce que disait Sabine aussi par rapport à la formation. C'est les retours que j'ai. Il y a de moins en moins justement de formation. On propose de moins en moins de formation aussi en interne, donc aux aides-soignants et aux AP. Et puis surtout, cette reconnaissance. Alors là, je ne vais pas parler de l'aspect pécunier, je laisse vraiment de côté. Là, je vais parler de la reconnaissance du statut de l'aide-soignant et de l'AP en réa. Voilà, par rapport aux actes délégation de soins, effectivement, qui sont faits tous les jours et qui ne sont pas, qui ne rentrent pas dans un cadre législatif. Donc ça aussi, au niveau position, c'est pas évident et encore moins en ce moment. Donc je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire là-dessus, mais qui passerait par la création d'un référentiel aide-soignant AP en soins critiques, voilà, pour rendre tous ces actes qui sont faits. Moi, je crois que c'est fondamental ce que vous venez de dire, et surtout, ce que tu as rebondi sur les propos de Sabine. J'ai envie qu'on note déjà dans les propositions, parce que moi, ça me touche beaucoup et c'est ce que j'ai observé. Le 12 heures est compliqué. C'est des jeunes qui ont envie de travailler en réanimation, dans des soins critiques, dans des services d'urgence. Ils se lancent là-dedans parce que forcément, oui, on a beaucoup de jours de repos, c'est sympa. Et parfois, pour certains, la garde des enfants peut être simplifiée parce qu'on pense qu'on va rentrer de nuit et le matin, on pourra les emmener à l'école et les voir, mais on s'épuise très, très vite avec ça. Et s'il y avait des choses proposées par les hôpitaux, par des services, des crèches d'entreprise, etc., je pense que ça pourrait fidéliser certaines personnes. Si on aidait, en tout cas, au côté vie familiale à côté. Il y a certains hôpitaux, par exemple, qui ont mis des conciergeries en place pour faire des choses à votre place. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça peut être aussi donc un point, la qualité de vie au travail, voilà, et la qualité de vie à côté. Et deuxième, la formation donc en IFSI, en IFAS et après le tutorat. Et donc, ce que tu disais là, Sabine, Océane, un référentiel parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de délégations de soins qui sont faites et au niveau législatif, vous n'êtes peut-être pas couvert. On n'est pas couvert du tout. Ouais, et ça, c'est bloquant. Et tu crois qu'il y a des gens qui partent pour ça parce qu'ils sont apeurés des conséquences légales ou Alors, il y en a, alors après, c'est vrai que des fois, dans certains services, c'est assez bridé. Bon, il y a toujours des délégations de soins, mais c'est assez bridé. Mais on se retrouve des fois face à des situations où on n'a pas le choix, surtout la nuit. Du coup, on n'a pas de kiné déjà la nuit. Donc, quand on a un patient encombré, on fait la kiné-respi avec l'infirmière. Voilà. Donc, ça ne peut ne pas être sans conséquence non plus. Donc, certains, oui, effectivement, ont peur de perdre leur diplôme. Et puis d'autres, là, maintenant, on se soucie face à la reconnaissance vraiment du statut de l'aide-soignant en réanimation. Voilà, il y a aussi cette forme de reconnaissance qui est très importante. Et je laisse encore l'aspect pécunier de côté. Voilà, bien sûr. On va laisser Florent. De la reconnaissance et des qualifications aussi des soins que vous pouvez faire qui sont très spécifiques en réanimation par rapport à d'autres services. Oui. Je ne sais pas du coup si Florent veut nous parler de ça, peut-être je ne sais pas ce que vous vouliez évoquer, mais vos spécificités dans un service de réanimation. Alors, c'est vrai que moi, je voulais parler de plusieurs points. Donc, en gros, pour résumer, on a toujours travaillé sur plusieurs points avec Sabine et Océane. Moi, mon association, elle regroupe vraiment tous les paramédicaux, donc que ce soit kiné, ASAP, les diètes, enfin tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des kinés sur ce point-là. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur le côté de la formation. Donc, en gros, on a 2 branches pour les infirmiers. On aimerait essayer de s'appuyer sur une FAE et sur un master via IPA ou via un autre. Alors, les abréviations, du coup, tout le monde n'est pas de ce milieu. Du coup, on ne comprend pas très bien tous les acronymes. C'est via les infirmiers de pratique avancée. La FAE, c'est la formation d'adaptation à l'emploi. Donc, les 8 semaines, c'est vrai que c'est ce qui nous a été ça nous semblait convenable et ça avait été proposé à la base par Sabine, il me semble. Et donc, dans ces 8 semaines, un temps pratique, un temps théorique, le master pour faire l'infirmier de pratique avancée ou un autre module, mais qui s'y ressemble. Pour les aides-soignants, avoir une FAE aussi adaptée, aides-soignants AP, une FAE adaptée. Et je voulais rebondir aussi pour les kinés. On a un gros problème pour les kinés et je pense que les hôpitaux pourraient faire énormément d'économies en travaillant pour avoir des kinés qui soient spécialisés et compétents. Ça réduit la durée d'hospitalisation et ça, on
bien. Et on a vraiment de grosses difficultés à avoir des kinés qui sont formés à la réanimation. Et ça, on avait des kinés qui étaient intervenus dans d'autres sessions du Ségur et c'est toujours un problème effectivement de postes proposés, d'attractivité des postes, de rémunération des postes. C'est très précaire et effectivement, du coup, il n'y a pas beaucoup de postes pourvus, quoi, alors que c'est essentiel pourtant. Alors que c'est vraiment essentiel, c'est ce que vous dites, hein, c'est inconcevable de travailler sans kiné et on augmente les durées d'hospitalisation. Nous, hier soir, on devait extuber une patiente. On a dit, il n'y a pas de kiné, elle est un peu limite au niveau respiratoire. On va attendre demain matin qu'il y ait la kiné pour lui faire une bonne kiné respi. Au moins, on est sûr qu'on l'extube et on ne la réintubera pas derrière. Voilà. C'est un exemple, hein, et la durée d'hospitalisation augmente, le coût de l'hospitalisation augmente. Donc là, on... Ah, ça a coupé, non? On a perdu Florent. Je crois, oui. Ouais. Nous dire qu'il faisait oui, que les économies ne sont pas faites aux bons endroits et qu'en pensant économiser sur des postes, et ben, finalement, c'est pire parce qu'effectivement, les gens restent plus longtemps dans un lit de réanimation avec plus de risques. Du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté-là pour les kinés. On travaille sur le ratio et sur l'aspect financier aussi, mais je pense qu'on le développera dans un second temps. Je voulais juste rebondir sur la qualité de vie au travail parce que c'est vrai que ça semble hyper important et nous, on a un comparatif assez simple. C'est que pas loin de... Moi, je suis à 20 minutes de mon hôpital, à 20 minutes de Monaco d'un autre côté. Alors, je reste à l'hôpital public parce que le clientélisme ne me convient pas trop, mais... en termes de fidélisation, ils sont largement plus forts que nous puisque ils arrivent à faire évoluer leurs infirmiers, alors pas seulement sur un aspect financier, mais aussi aux aspects des compétences. Ils les envoient beaucoup en formation et ces formations sont systématiquement payées où qu'elles soient. Ils les soutiennent sur plein de projets et c'est plein de projets. Ça veut dire qu'il y a des filles qui sont parties faire le rallye Aïcha des Gazelles. C'est des projets. Non, mais c'est vrai que c'est du plus quand même de savoir qu'on est soutenu par ces hôpitaux. Et ça avait été évoqué effectivement aussi sur le problématique de public-privé. Il y avait pareil une autre session très intéressante où on se disait que c'est dommage que le privé et le public soient mis en concurrence au lieu d'être complémentaires et de travailler ensemble. Et que c'est très dommageable pour les patients et pour tout le monde. Là, en l'occurrence, c'est l'hôpital public à Monaco, vous voyez. C'est ça qui est un peu... Bon, ah oui, cela dit, oui. Voilà. Après ils ont des tours d'alternance assez convenables. Et c'est vrai que dans le privé à Monaco, alors là, c'est vraiment confort. C'est un infirmier, pas d'aide-soignant, et un infirmier, un patient. Donc, eux, ils sont hyper confort pour le coup. Et là, il n'y a pas de problème pour l'alternance jour-nuit parce qu'ils font 2 semaines jour, 2 semaines nuit, mais 2 semaines nuit, ils dorment au lit du patient. Donc, ils restent à côté de leur patient, ils ont un canapé au lit du patient, ils dorment à côté de leur patient et ils le vivent très bien d'ailleurs, hein. Je ne donne pas l'exemple comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des solutions qu'on pourrait trouver, et notamment en réévaluant le ratio. Et le troisième point, je pense, pour améliorer la qualité de vie du travail, c'est un peu reprendre ce qu'elle a dit Sabine. Donc, il y a ces côtés de crèche et de garderie d'enfants, c'est sûr. Il y a les CE et les encadrements assez corrects. Je veux dire, c'est des trucs tout bêtes, mais je sais pas, ils organisent des voyages qui sont pris quasiment totalement en charge. Nous, on va pas dire que le CGOS soit le meilleur pour le meilleur CE qui existe actuellement dans le monde du travail. Et c'est vrai que tout ça, ça fait largement partie pour fidéliser les soignants, ça c'est sûr. Mais ça, c'est vraiment vrai, mais pour tous les infirmiers, quoi. C'est pas forcément où. Et on peut pas forcément en réa, quoi. Augmenter la qualité de travail pour fidéliser dans son hôpital. C'est vrai que moi, je suis à 20 km du Luxembourg, c'est un petit peu pareil, quoi. Les mêmes problématiques, quoi. Et par contre, tu parlais d'un point intéressant des ratios, là. Tu penses que, parce que la réanimation est quand même un des seuls services normés, avec un nombre de paramédicaux pour un nombre de patients, tu penses que les ratios sont à revoir? Bah, vous pensez, et je passerai après la parole à Mich, qui lève la main depuis longtemps. Et vas-y, Florent. Là, les ratios sont à revoir, c'est sûr et certain, vu que les ratios sont un peu incertains. Alors, si on élargit un petit peu à la famille des soins critiques, le ratio, il n'est pas du tout adapté. Il faut savoir que la plupart des réanimations sont rattachées à des services de soins intensifs et que ces services de soins intensifs, on va dire, ils sont cotés. Les services de soins intensifs, en gros, c'est un patient monodéfaillant, donc il n'y a qu'une seule défaillance d'organes, qui n'est pas intubé, pas sédaté. Le service de réanimation, c'est un patient qui a des multidéfaillances d'organes.
et intubé, sédaté, entre autres. Voilà. Et le ratio, par exemple, pour les soins intensifs n'est pas le même que le ratio pour la réanimation. Or, ces lits de soins intensifs peuvent se transformer en lits de réanimation sans changer le nombre de personnes qui s'occupent des patients. Ça, c'est un premier problème qu'on a relevé, nous, du vue local au niveau des hautes instances, d'essayer de bloquer réellement ces lits, ça semble assez essentiel. Le deuxième point, c'est réévaluer le ratio. Les techniques ont changé. Dans beaucoup de réanimations, maintenant, il y a des techniques de plus en plus invasives qui demandent de plus en plus d'expertise, pour lesquelles on a le moins de Je te coupe, tu peux juste nous dire les ratios officiels actuellement, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant. 2,5 patients par infirmier et 4 patients par aide-soignant. Et au niveau des aides-soignants, ce sont des recommandations, ce n'est pas la loi. C'est en réa, ça. Et aux soins intensifs, c'est? Et en soins intensifs, c'est le double. D'accord. Voilà. Et au niveau des kinés, non plus, il n'existe pas de décret qui statue là-dessus, mais il existe néanmoins une recommandation aussi qui est d'un kiné pour 8 patients. Et en tout cas, je pense qu'on peut faire un tour de table, ça existera. Donc voilà, on aimerait réévaluer ce ratio, au moins ouvrir un chantier pour pouvoir essayer d'en parler et montrer un petit peu ce qui existe. Parce que oui, il y a de plus en plus de dépassements de tâches des médecins vers nous et de nous vers les aides-soignants. Et finalement, il n'y a plus personne qui fait ce boulot. Donc on peut le faire, on a les capacités, je pense, de par les formations et l'expertise des anciens qui nous permettent de connaître de plus en plus de choses. Mais pour ça, il faut qu'on réévalue le ratio et ça semble important. Et c'est vrai que le dernier point sur lequel on travaille, c'est l'aspect financier, mais là-dessus, on a essayé de le développer un petit peu et c'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu dommage de pas nous avoir consulté pour essayer de mettre cette prime en place de manière plus... Et puis ce qu'on disait cet après-midi, une prime, voilà, c'est pas une prime de 100 € qui va améliorer l'attractivité. Et alors que le point d'indice est gelé depuis des années, et c'est pas ce dont les paramédicaux ont besoin, c'est vraiment d'une réelle reconnaissance de leurs compétences, d'être payés, comme tu disais, dans d'autres pays, voilà, autour de nous, c'est pas du tout les mêmes choses. Peut-être aligner les choses sur les autres pays où ça marche mieux, bien. Et vraiment, oui, c'est vraiment de la reconnaissance, quoi, et des actes qui sont faits. Je pense que c'est ça qui plaît aussi dans les services de soins intensifs et de réanimation. C'est la possibilité c'est enrichissant, je veux dire, même pour une aide-soignante, de faire d'autres actes, pour un infirmier, de faire d'autres actes qui dépassent un peu son champ de compétences, mais il faut que ça soit reconnu et légiféré et, comment on dit, valorisé, quoi. Essentiel aussi au niveau salarial. Hein. Je me permets de passer la main à Mige, je ne sais pas qui c'est parce que ça fait longtemps. Oui, on reviendra. Bonjour, c'est moi, je suis infirmière sur la Réa de Toulon. Je voulais juste revenir parce que tout à l'heure, quand Sabine, entre autres, parlait de la difficulté, enfin, avoir du monde qui restait par la pénibilité et autres, mais finalement, après, Florent en a parlé aussi. Oui, on n'avait pas évoqué le ratio, et c'est vrai que d'avoir 2 patients, d'être assuré d'avoir que 2 patients au lieu de 3, voire plus certaines fois, on ne peut plus, enfin reposant, c'est pas le mot, mais enfin en tout cas pas de surfatigue d'avoir du monde en plus en fait. Donc c'est vrai que le ratio qui pourrait être abaissé, en tout cas niveau infirmier, à 2, ça réduirait la pénibilité, ça nous ferait des équipes plus grosses aussi pour les remplacements, parce que le problème aussi de la fatigabilité, les 12 heures, si on reste sur 3 jours ou 4 jours avec des roulements qui sont pas modifiés finalement, enfin bon, c'est pas ça qui épuise. Enfin, en tout cas, nous, dans le service, on est plutôt contents de Oui, mais comme on disait, c'est le serpent qui se mord la queue un petit peu parce que c'est rarement respecté vu la pénibilité et les arrêts maladie. On est souvent rappelé, on le sait tous. Ouais. Voilà, donc en ayant des équipes plus grosses, en ayant un ratio plus bas, forcément, normalement, on est rappelé un peu moins souvent arithmétiquement. Oui, évidemment. Oui, et on peut envoyer des gens en formation et on peut faire plein de choses. Et aussi, ouais, on est plus souple pour un petit peu tout ça. Et c'est vrai que, pareil, nous, ce qui nous tenait à cœur avec mes collègues, c'était l'idée d'instaurer non pas la prime, mais vraiment une NBI ou quelque chose qui rentre dans la fiche de paye de façon pérenne et qui soit une valorisation. Vous parlez de valorisation.
Je pense que c'est ça aussi qui nous fait défaut et qui fait que les gens non plus ne sont pas motivés à s'investir ou à rester sur le long terme pour certains en tout cas. Alors du coup, il va falloir qu'on pense aux propositions. Il y a déjà eu des choses qui ont été dites, mais si on reprend un petit peu. Tu as noté, Cécile, les propositions? J'ai noté. Est-ce que simplement, je peux vous poser la question peut-être à 2-3 d'entre vous. Qu'est-ce que vous pourriez retenir là de la crise pandémique Covid en termes positifs d'organisation? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer qui a marché pendant cette période dans vos services et qui pourrait être pérennisé, par exemple? Et puis, comment mieux reconnaître, ça je l'ai vu passer sur les commentaires, la pénibilité notamment du travail de nuit. On en a parlé un peu en milieu de journée. C'est une vraie question pour toutes les professions. Est-ce que vous pensez, est-ce que justement, on pensait peut-être travailler moins plus on avance en âge et en temps de pratique en réanimation? Est-ce que vous pensez, troisièmement, ça fait beaucoup de questions, est-ce que vous pensez qu'une activité mixte qui pourrait être dans d'autres unités pourrait être intéressante? Voilà. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, mais ça fait peut-être beaucoup de questions, donc on peut prioriser. Alors du coup, je ne sais pas qui est-ce qui n'a pas parlé depuis quelque temps. On avait qui? Océane, Sabine, peut-être. Peut-être Océane ou Sabine, oui, qui ont... Oui, alors je suis désolée, je n'ai pas toutes les questions en tête, mais pour ce qui est de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on pourrait pérenniser, je pense que ce qui a marché, ou en tout cas au fil de la pandémie, ça a été de se rendre compte que quand on avait des gens un petit peu formés, ça marchait mieux. Donc, l'idée d'avoir une réserve sanitaire qui soit formée et actualisée chaque année, je pense que vraiment, vraiment, c'est un levier important pour pouvoir faire face à d'autres situations sanitaires exceptionnelles comme celle qu'on vient de vivre et dont on n'est pas encore tout à fait sorti. Et puis, je sais, ah oui, et je voulais vous parler aussi de la transversalité. Moi, je suis sûre que c'est un vrai levier. Alors, je ne sais pas si aller travailler dans d'autres services, mais avoir d'autres tâches, vraiment comme on l'a dit tout à l'heure, devenir référent en quelque chose, participer à des groupes de travail qui sont utiles au service, mais qui pour autant permettent d'avoir des heures détachées, de prendre un peu du recul. On le voit, je pense que les gens qui sont là autour de la table, on est nombreux, enfin, on a la chance d'être investis et d'avoir la chance d'aller dans les congrès ou les choses comme ça, rencontrer nos pairs de tous les coins de France, d'être dans les sociétés savantes ou dans les fédés, les assos. Ça, c'est très riche et ça aide beaucoup aussi. Et donc, je pense que vraiment, voilà. Et je ne me rappelle plus la question du milieu, par contre, je suis désolée. La question, c'était par rapport à la pénibilité, notamment du travail de nuit, en fait. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut y répondre? Alors, moi, je sais que je suis dans une unité où les gens sont en fixe. Et moi, je suis persuadée que la solution, c'est l'alternance, même si ça fait grincer des dents. Parce que justement, déjà, ça permet de garder de l'expertise, parce que ceux de nuit, s'ils sont en fixe de nuit, forcément, ils ne vivent pas les mêmes situations que le jour et vice-versa. Et après, il faut trouver le bon rythme de l'alternance. Ça, je crois que tout le monde le cherche. On a plein de mouvements différents en France. Je sais pas. Il y a quand même des endroits où ça fonctionne, où les gens disent que faire par exemple 2 mois à l'année de nuit, c'est possible. C'est aidant si on peut choisir à quel moment on fait ces 2 mois. Il y a des réas qui sont très durs, quoi, où on n'a pas le droit de poser ses week-ends, donc du coup, c'est congé annuel si on est en période de nuit. Donc, comme ça tourne, si une année vous êtes de nuit l'été, vous ne pouvez pas prendre vos congés avec des semaines complètes. Enfin, c'est très complexe. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. J'avoue que je n'ai pas d'idée sur comment on peut changer ça, si ce n'est faire de l'alternance où ce jour passe de nuit, ce de nuit passe de jour. Et aussi, je pense que ça soude l'équipe aussi. Enfin, moi qui suis dans une réa où c'est vraiment pas comme ça, je reste persuadée que ça aide. Ok, merci. Je ne sais pas si d'autres intervenants. Et après, on peut passer aux propositions, enfin, ou les formaliser un petit peu plus, peut-être, en redonnant la parole à chacun. Moi, je voulais juste compléter par rapport justement à la pénibilité du travail de nuit. Je suis, moi, agent fixe de nuit, justement. Et en fait, voilà, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que les 3/4, du moins sur mon CHU, les réanimations de mon CHU, on est de nuit, pas par choix, mais plutôt parce que notre vie familiale fait que par rapport au mode de garde, on ne pourrait pas travailler de jour.
Donc, effectivement, s'il y avait peut-être des choses mises en place au niveau des gardes, alors là, je parle pour les aides-soignants, les infirmiers en général, hein, pas que pour les soins critiques, hein. Voilà, s'il y avait peut-être des facilités, des choses mises en place pour qu'on puisse, pour les modes de garde des enfants, effectivement, une alternance jour-nuit, ça serait vraiment du confort, parce que travailler de nuit, moi, ça fait 3 ans que je suis de nuit, c'est épuisant, on est bien d'accord. Donc voilà, je pense que cette alternance, c'est pas une mauvaise idée, mais il faut effectivement des moyens supplémentaires pour les gardes d'enfants, parce que ça tourne souvent autour de ça, en tout cas, enfin, du moins sur mon CHU, on est toutes mamans, tous papas, et c'est pour ça qu'on est nuit d'ailleurs. Voilà. Après, pour le reste des questions, je n'ai rien à rajouter, tout a été dit, donc c'est parfait. Ok. Alors, au niveau des propositions, je ne sais pas si on avait noté, il y avait déjà pas mal de choses qui ont été dites, mais je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à proposer, si vous aviez d'autres idées pour améliorer ce qui est compliqué actuellement. Je pense qu'on a fait le tour, je pense, des propositions propres aux soins critiques avec la spécificité des soins. Je pense qu'après, le reste, sont les mêmes problématiques que dans les autres services de l'hôpital. Il y a une chose qui est, je pense, je parle des infirmiers, je ne sais pas au niveau les kinés ou les aides-soignants quelle serait leur solution, mais en termes d'infirmiers, je pense qu'il y a une chose qui manque beaucoup, c'est la reconnaissance propre de nos missions. Il y a une vraie crise par rapport à ça et par exemple, quelque chose qui, je pense, serait très valorisant, ce serait d'avoir donc la formation, on l'a dit, des jours de formation, bien sûr, mais aussi, je pense, des missions transversales. Et un petit peu comme certains médecins, mais notamment dans l'hôpital public, pas à l'hôpital privé, qui ont des jours en soins et des jours hors soins, où ils ont le temps de se mettre à jour sur des recommandations, sur de la recherche, sur les choses qui font avancer leur mission, leurs problématiques. Ça permet de prendre du recul par rapport aux soins, à la qualité des soins et de pouvoir de participer à une espèce de dynamique de la profession et qui fait qu'on se sent appartenir à quelque chose et qu'on fait avancer une espèce de reconnaissance d'une profession. Et ça, on ne l'a pas du tout. C'est-à-dire que chaque jour, on va au travail, on abat du soin et on rentre chez nous épuisé, entre guillemets, et il faut se contenter de ça. Et je pense que ça nous fait perdre tout sens à notre travail sur du long terme ou du moyen terme, avec la pénibilité en plus physique et psychologique de nos professions. Je pense que ça fait partie de l'enveloppe globale, quoi. Il faut trouver le moyen de nous faire évoluer dans notre profession. Et pas seulement qu'en réanimation. Les médecins réanimateurs de ce midi, justement, qu'il fallait vraiment valoriser vos compétences très particulières, très techniques, que vous avez en réanimation, qui sont très différentes des autres services finalement. Je ne sais pas si… Océane, oui, il y avait Océane qui voulait parler. Oui, du coup, je voulais juste rappeler que le travail en réanimation, c'est un travail vraiment de binôme, en équipe pluridisciplinaire. C'est bien, les avancées qu'il y a effectivement au niveau des infirmiers, c'est top. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir aussi que de l'autre côté, que ce soit au niveau des kinés à SCAP, le train prenne la marche parce que là, c'est travailler dans un train de vitesse. Et du coup, pour la prise en charge du patient sur du long terme, moi, j'ai peur que justement la qualité s'y perde aussi. Voilà. Donc là, effectivement, c'est déjà un bon point, on avance. Et je pense qu'il faut penser vraiment maintenant en binôme, en équipe paramédicale pour cet avancement qui va arriver après. Voilà. Je trouve que c'est la base et c'est surtout la base de notre travail. L'infirmière ne travaille pas sans l'AS ne travaille pas sans l'infirmière, le kiné vient aussi travailler avec… de la chaîne, c'est ce qu'on disait, c'est ce qui revient toujours dans effectivement toutes les sessions, que tous les maillons de la chaîne sont essentiels et qu'on peut pas, il faut prendre les choses globalement et non pas profession par profession, parce que finalement,
Voilà, Ça- c'est ça. Oui, c'est exactement ce qui s'est dit cet après-midi, de professeur Mira et professeur Johannes Boyot, qui disaient, je ne sais pas si vous les avez entendus, mais alors moi, j'ai beaucoup apprécié professeur Mira, qui est quand même le président du CNP-MIR et qui disait les aides-soignants sont des héros de réanimation. Et franchement, entendre ça d'un grand professeur, j'ai trouvé ça très touchant. Je n'ai pas retenu que ça de l'audition de cet après-midi, mais presque, on va dire. Mais il disait bien que en fait, ça a été fait voilà, très maladroitement et pour diviser, et que cette prime de 100 €, c'est vraiment n'importe quoi. Et effectivement, pour tous ceux qui ont déjà travaillé en réanimation dans les soins critiques, savent qu'on travaille toujours en binôme. Et c'est sur le même plan d'égalité, il aurait fallu faire pareil pour tout le monde, quoi. Et en fait, il faut vraiment garder cette idée de travailler en binôme et en collaboration et travail d'équipe. Je trouve que c'est ça qui est le plus enrichissant en réanimation et dans les services d'urgence et soins critiques. Il faut vraiment que ça perdure. Moi, je retiendrai de vos propositions là le changement de ratio, parce que c'est vrai qu'au fil des années aussi, les soins techniques ont évolué, la prise en charge des patients a évolué, il y a de plus en plus de soins. Qui prennent du temps. Les patients sont de plus en plus compliqués parce qu'ils arrivent en réanimation. Vraiment, je ne sais pas si vous avez suivi les autres auditions, mais par exemple, la médecine de ville est difficilement joignable pour le kidam moyen. Les gens, et plus qui a été encore accentué avec le Covid, parce que les gens attendent plus longtemps pour aller voir leur médecin, et quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont beaucoup plus. Du coup, je pense qu'on rencontre du coup en réanimation des patients beaucoup plus lourds, beaucoup plus graves, qui prennent beaucoup plus de temps. Et voilà, donc je retiendrai déjà ça, des ratios, augmenter la qualité de vie au travail, mais ça c'est commun, je pense, pour tous les infirmiers, aides-soignants et kinés et toutes les professions médicales et paramédicales d'ailleurs, parce que les professions se féminisent de plus en plus, médicales je parle, et c'est aussi très important la garde des enfants, le travail de nuit, etc. Pour moi, ça sera 2 propositions phares de votre audition déjà. Et la formation, voilà, changer peut-être, revenir à un autre modèle de formation dans les IFSI, les IFAS, et un tutorat plus accentué et respecté et uniforme et légiféré, on va dire, que ça soit obligé, parce que c'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui n'ont pas de personnel, qui vont vous doubler 3 jours et vous dire bon, là, on n'a personne, tu prends le poste, quoi. Et ça, c'est très compliqué, je pense, déstabilisant, et ça peut faire peur à beaucoup de jeunes arrivants dans ces services. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres propositions à faire, si on peut réécouter peut-être Florent. Moi, je rejoins tout à fait mes collègues, et je pense que tu peux bien. Alors, on t'entend pas du tout, Florent. Il faut peut-être couper la caméra pour mieux. Plus de réseau. C'est pas chez moi, ça. Alors, attends. C'est bon, là, on t'entend. C'est bon. Du coup, oui, ce que je disais, c'est que je pense que ça a été quand même super bien résumé partout. On parle assez souvent, voilà, la formation, tu l'as hyper bien résumé. Donc, il y a de manière pluriprofessionnelle, donc pour les infirmiers, pour les aides-soignants, les auxiliaires, pour les kinés, cette formation, et pour les étudiants aussi, c'est ce que disait Sabine tout à l'heure. Cette formation, c'est vraiment un point de levier sur lequel il faut vraiment travailler. On n'a pas le choix si on veut garder notre niveau, on va dire, d'expertise qui est entrant. Et je pense qu'on l'a tous vu, et c'est sûrement même dans tous les secteurs, c'est qu'on perd de plus en plus d'anciens. Et en perdant de plus en plus d'anciens, on se retrouve avec de moins en moins d'expertise. Et on est de moins en moins bon. Et ça, on l'a vu rapidement dégringoler avec tout le départ des anciens pendant la crise sanitaire. Enfin, en tout cas, de mon côté, et je peux parler du Sud assez facilement, parce que c'est vrai qu'on est en lien avec pas mal d'hôpitaux et pas mal de services de réa. Pas mal de monde se plaint. D'ailleurs, dans notre association, il y en a, depuis la création de notre association, ça fait bientôt 2 ans. On a quasiment 6 personnes du CA qui sont partis depuis. 6 personnes sur 15, ça fait la moitié du personnel, et il n'y avait que des anciens qui étaient investis dedans.
Donc, ce point-là sur la formation, c'est hyper important. Le ratio, tu l'as déjà dit, il faut le réévaluer. Le côté financier, mais le financier intelligent. Donc, bien sûr, si on nous donne plus, on n'est pas contre gagner plus, bien évidemment. Mais il faut gagner plus de manière intelligente. Et je ne sais plus qui l'avait dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à la base, on avait demandé une NBI. Et la proposition de Sabine, je le répète, d'échelonner cette NBI en fonction de l'ancienneté, ça semble très intelligent. Et ça permet de fidéliser les personnes. Alors, bon, sans montrer. J'ai une question piège, Florent. J'ai une question piège. Je vais faire mon Arnaud Chiche. J'ai une question un peu polémique. Est-ce que, alors je m'adresse à tout le monde, hein. Est-ce que vous avez entendu parler des propositions du collectif Santé en danger du départ? On disait qu'il faudrait peut-être des packs d'attractivité. Tout le monde a, on va dire, tu es infirmier en soins généraux, tu as ton diplôme de base, tu arrives dans ton service de réanimation et tu débloques des packs. C'est un peu comme dans Mario Kart. Je ne sais pas si vous connaissez. 1 an de fidélité, et ben, en réanimation, tu débloques ton pack fidélité et puis, je ne sais pas, tu es embauché. Alors, nous, on prône l'embauche à 2 000 € de tous les infirmiers. Et du coup, tu passes à 2003. Et puis, si tu signes un contrat de fidélisation avec ton service, et tu débloques des packs de formation, on va t'envoyer en formation. Et puis, pour chaque formation faite, et ben, du coup, tu as un bonus sur ton salaire parce que tu as quand même pris sur ton temps pour aller te former. En général, c'est loin de la maison, ça complique les horaires de vie de la maison. Voilà, de débloquer des packs un peu comme ça. Et on pense que ça pourrait fidéliser les gens et relancer l'attractivité parce que plus tu te formes, mieux tu es expert, plus tu es expert, pardon. Et plus tu gagnes parce qu'il ne faut pas se cacher, il faut aussi revaloriser, mais ça dans tous les domaines, hein, pas que en réanimation. Et du coup, ça permettrait d'avoir des experts dans chaque service, un peu dans leur domaine. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pour ma part, je trouve que si c'est fait de manière intelligente, alors il ne faut pas bloquer les jeunes sur les formations parce que les nouveaux collègues, s'ils sont complètement bloqués sur les formations, peut-être que ça va avoir le contre-effet de ne pas les fidéliser. Mais encore une fois, je prends l'exemple sur Monaco parce que c'est vrai que je parlais hier avec une infirmière à Monaco. Et que je me suis pas mal intéressé parce que je me suis posé la question si j'allais pas partir là-bas et vous allez le comprendre pourquoi. Au bout de 2 ans, ils ont le droit de faire un DU de réanimation. Alors, je pense que c'est par rapport à la formule dont parlait Sabine, 8 semaines de formation d'adaptation à l'emploi, on en avait déjà parlé. Peut-être que ce serait bien de faire un DU dès le départ pour avoir des connaissances théoriques. Et qui puisse aider un peu tous ces nouveaux. Qu'est-ce que tu veux dire de bloquer les gens qui sont bloqués par les formations? Tu veux dire ceux qui n'ont pas envie de se former, qui n'ont pas envie de faire des formations? Non, au contraire, ceux qui ont envie de faire des formations, qui ne puissent pas y aller parce qu'ils ne sont pas assez anciens. Ah oui, non, tout à fait. C'était ouvrir à tout le monde. Mais par contre, si tu l'as fait et que tu t'investis et que tu te formes, que tu sois payé plus, c'est en rapport. Si tu as un DU, ce qui n'est pas le cas actuellement, tu n'es pas payé plus parce que tu as fait un DU, tu vois. Et nous, on propose ça, qu'il faut quand même valoriser toutes ces compétences expertes en plus, quoi. Bien sûr, c'est exactement, enfin, c'est ce qu'ils font la plupart du temps à Monaco. Avec le DU, ils gagnent mieux. Et par exemple, au centre cardio-thoracique, il y a quand même un exemple d'un endroit où ils ont pas mal d'argent. Au bout de 3 ans, ils débloquent ton pack fidélité et ils gagnent 700 € de plus au bout de 3 ans. Et au bout de 6 ans, ils gagnent encore 500 € de plus. C'est indécent, hein. Si je vous parle de leur salaire, ça fait… mince, on n'a rien inventé en fait. Ça existe déjà, mince. Arnaud, tu vas être content. Les packs fidélité, ça existe déjà. Et peut-être que c'est à Monaco qui devrait partir. Tu me mets côte, Audrey? Oui. Mais voilà, enfin, pour ma part, voilà, le côté financier comme ça peut être intéressant. Et tu as raison que les packs, je pense que ça peut être intéressant aussi. Et pour être au sens plus large, en plus du côté financier à l'hôpital, il est vraiment essentiel d'améliorer la qualité de vie. Ça, c'est sûr et certain. Donc, la qualité de vie au travail, ça reste un point majeur, je pense. Ensuite, voilà, je vais laisser la parole aux autres. Je ne sais pas si vous avez des choses Oui, on va vraiment devoir clôturer parce qu'il y a une nouvelle session à 19 h, mais je vais laisser encore la parole à la personne qui a levé la main de Toulon. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Oui, c'est Christelle. Vous m'entendez? Parce que j'ai des soucis sur mon écran. C'est bon? Ouais. Non, mais en fait, ça a été repris. C'était juste dans votre synthèse de tout à l'heure, de toutes les propositions à retenir pour arriver à avoir de la fidélité. Il me semblait qu'on n'avait pas assez insisté sur le côté pécunier, mais du coup, là, on l'a développé sur la fin de la session parce qu'effectivement, au moins
pour fidéliser les gens. Moi, j'ai plein de collègues qui partent en libéral, par exemple, pour gagner plus, et pas parce qu'ils n'aiment plus la réa. Donc, effectivement, si on arrivait à mieux gagner sa vie, et peut-être pas autant qu'en libéral non plus, mais voilà, avec des sommes qui étaient évoquées, je pense que voilà, 300 € au bout de 5 ans de réa, voire plus, ça paraît pas non plus le bout du monde, et ça ferait gagner des gens à rester dans ces services. Voilà, c'est des tout. Eh ben, je vous remercie. Excusez-moi. Excusez-moi pour mon intrusion avec le générique. Je pensais que c'était un autre endroit, la réunion de ce soir. C'est pour ça, excusez-moi. J'espère que ça s'est bien passé. Je ne pouvais pas être là. Alors, il y a des propositions? Oui. Et tu vas être déçu, ton pack fidélité, tu sais, ça existe déjà. Tu sais, débloquer les packs à Monaco, ça existe déjà. Monaco, c'est pas la France, hein. C'est pas grave, ça existe déjà. Ah, ça existe déjà? Bah, très bien, ça veut dire que c'est une bonne idée. Non, mais ouais, des packs qui permettent d'augmenter les salaires. C'est pas mal, ça. Tout le monde était d'accord avec ça? Oui. Bah, évidemment. D'accord. Bon, bah, c'est cool. C'est cool. Même quand je suis pas là, on est d'accord avec moi. Ça, c'est bien. Bon. Bah, on a Audrey, des grandes propositions, mais qui se rejoignent avec les auditions habituelles. Hein. Tu sais, là, forcément, augmenter les ratios en réanimation, parce que c'est normé, mais ça serait bien de passer à... J'avoue que j'avais pas compris que c'était une urgence de modifier les ratios de réa, moi. Je croyais que c'était bien. Et tu vois, c'est intéressant parce que les réanimateurs le disent et les soignants de réa le disent aussi. C'est chouette. Ouais. Ensuite, la formation, comme d'habitude, tu sais, améliorer en IFSI, en IFAS, remettre des modules obligatoires de réanimation de soins intensifs parce que ça n'existe plus. Et que du coup, il y a des gens qui sortent de l'école et qui sont infirmiers, mais qui ne sont jamais passés en soins critiques, en réanimation, et qui débarquent peut-être après là-dedans et qui sont un peu perdus. Et également renforcer et légiférer le tutorat à l'arrivée dans ces services, des services pratiques 8 semaines d'accompagnement et de doublure, d'autres beaucoup moins. Il y a des recommandations, mais qui ne sont pas appliquées de 2009 a priori, donc déjà partir de l'existant et faire respecter cette législation, et ensuite peut-être même aller plus loin, et voilà. J'ai cru que tu allais dire aller plus haut. Allez. Bon, non, je commence pas. Audrey, il faut conclure. Et parce que j'ai vu que nos invités, ils étaient là. Sébastien, il est là. Pierre Catoire est là. Je sais pas si. Il est 19h03 et du coup, je vais conclure cette table ronde de réanimation. Mais je vous invite tous. On dirait un je vous invite tous à rester. Je vous invite tous à rester pour la session suivante qui réunit les acteurs de l'urgence et de la permanence des soins. Et voilà. Du bloc. Bah oui, mais c'est permanence des soins et urgence. Ils accueillent les urgences, le bloc. Voilà. Et du coup, je vous remercie à tous d'avoir participé et je souhaite la bienvenue aux intervenants suivants. Donc, Rachid du CIB, du collectif Interbloc. Je te laisse présenter les autres. Arnaud, il y a Pierre Catoire. J'étais en train de me dire que tu étais en train de t'approprier ma session. C'est ça. Alors, je continue. Avec Christelle et Cécile, on a géré à fond, donc on continue. C'est ça. Donc, vous avez animé tout ensemble? Ouais. Bon, je suis très heureux quand mes enfants s'émancipent comme ça. Très heureux.